accueillir, je suis absolument ravie d'accueillir Marie Bardio-Vaillante et Carole Morel à mes côtés. Marie, tu brilles. Bonjour Ultia, merci. Oui, c'est incroyable ce haut à sequin. Oui, j'ai sorti le sequin exprès, tu vois, pour ton Twitch. Donc, je pense que les gens vont... Voilà, oh, ça brille. Je pense que les gens vont adorer cette tenue extrêmement fancy. Elle est resplendissante. Hein. Ah ouais, vraiment. Hein. Mais oui, vraiment. Je suis trop contente de vous recevoir. J'avais vraiment trop hâte. J'ai préparé cette interview en me disant, si vous saviez à quel point j'ai hâte de vous rencontrer et de discuter avec vous. Carole, on s'était déjà rencontrés. Oui. Il y a de ça quelques mois maintenant. On avait parlé de Nelly Bly, que tu avais fait avec Virginie Olagnier-Jouvray, donc aux éditions Glénat. Toujours, si jamais vous avez loupé cette émission, n'hésitez pas à taper sur YouTube Parcours de femmes en bande dessinée avec Ultia. Peut-être que les modos dans le chat peuvent l'afficher justement. Mais voilà, c'était super et un super moment qu'on avait partagé ensemble. C'était d'ailleurs mon émission préférée de toute la série. J'avais adoré parler avec vous toutes. Donc du coup, Marie Bardio-Vaillante, je suis trop contente de te rencontrer. Tu es autrice donc de Bobigny 1972. Tu as aussi écrit d'autres bandes dessinées, dont une aux éditions Glénat qui s'appelle, je l'avais noté, avec le... Alors, j'ai fait... Badinter. Oui, donc l'abolition, le combat de Robert Badinter avec Maloker Frieden, ainsi que l'enfer est vide, voilà, tous les démons sont ici. Et aujourd'hui, je suis avec Carole, mais sort aussi dans les couloirs du Conseil constitutionnel avec Gali et qu'on va dédicacer en avant-première. Mais voilà, donc je suis ravie, et tout ça chez Glénat, et je suis ravie d'être là et que tu nous aies invités, c'est hyper chouette. Oui, je suis trop contente. En plus, le chat, je leur ai tellement parlé de Bobigny 72 que je pense qu'ils attendaient aussi ce moment. Du coup, Carole, toi, tu es dessinatrice pour Bobigny 72. On reconnaît bien ta patte, pour ceux qui connaissent aussi Nelly Bly, on l'avait bien vu. Comment ça se passe le festival pour vous ? Très dense, très intense, mais alors du matin au soir, je n'arrête pas de dire je suis heureuse, je suis contente, et tu vois, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti cet habit de lumière. Mais oui, non, vraiment, Bobigny 1972 a un accueil plus que chaleureux. C'est positif. Très très positif, avec un très bon démarrage, et je crois que toutes les deux, on est vraiment ravis en fait de cet accueil, et qui vient de plein de sphères différentes, de plein de personnes différentes, que ce soit, tu vois, en termes d'âge, de genre, etc. Donc c'est assez étonnant d'avoir un panel aussi large, et voilà, on touche les gens, il y a une transmission, et c'est très chouette ce qui se passe. Super contente. Ouais. Carole aussi, ça se passe bien pour toi ? Oui. Alors en fait, on en est au tout début, au niveau des rencontres avec les lecteurs et lectrices. Et moi, je me rends compte que, contrairement à d'autres albums, le public a un peu switché. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'hommes en dédicace. Ah ouais, c'est vrai ? Eh ben ouais. D'habitude, j'ai quand même un public assez féminin, un lectorat féminin, quoi. Ah, c'est fou, ils se sentent concernés. Je n'ai fait que 2 séances de dédicaces jusqu'ici, là. Les prochaines, c'est tout à l'heure, à Angoulême. Et on va voir ce que ça va donner, quoi. Mais oui, j'étais assez surprise parfois, agréablement surprise d'ailleurs. Ouais, c'est très bien. Il y a des gens qui ont hâte que la bande dessinée arrive au Québec. Trop cool. Ah. Mais nous aussi, nous avons hâte. Moi, je suis fan du Québec, donc très bien. Alors, moi, je me suis dit... Peut-être que vous pouviez nous dire, Bobigny 72, de quoi ça parle ? Alors, donc, c'est une jeune femme, Marie-Claire Chevalier, elle a 15 ans, elle subit un viol, et suite à ça, elle tombe enceinte et décide d'avorter. Donc, nous sommes en 1971, l'avortement est illégal, donc elle va faire pratiquer, avec l'aide et le soutien de sa mère, un avortement clandestin. Et elle va être dénoncée par son violeur. Donc tout ça, et c'est des faits historiques, c'est vraiment un truc dingue. Et donc en 1972, elle se retrouve mise en accusation au tribunal de Bobigny des mineurs, et donc défendue par la grande avocate Gisèle Halimi. Ça c'est le pitch, tu vois, historique, mais nous on a voulu beaucoup travailler sur l'émotion, sur ce qu'on pouvait dire de nous-mêmes aussi à travers cette histoire. Donc on a joué aussi avec une semi-fiction par moment pour mettre des choses très personnelles, et voilà, je laisse Carole continuer sur ce sujet. Non, mais je pense que, Carole, si tu as envie de dire autre chose par rapport à Bobigny 72. Oui, en fait, moi, ce qui m'a attiré sur ce récit, quand on me l'a proposé, quand tu me l'as proposé,
c'était le fait qu'on n'était pas sur, je dirais, un énième biopic sur Gisèle Halimi, parce qu'il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Très bien, voilà, et franchement qu'il y en ait 15, tant mieux. Tu vois, ou plusieurs. Mais ici, on était beaucoup plus recentré sur Michel et Marie-Claire. Et je trouvais que c'était une porte d'entrée super intéressante. Et moi, je m'y suis projetée assez facilement, en fait, parce que le quotidien de ces deux femmes-là, c'était le quotidien de mes grands-mères aussi. Enfin, il y avait une proximité, une familiarité avec ces deux femmes qui était évidente. J'ai flairé le potentiel graphique à partir de ce moment-là, parce que je me suis dit, je vais pouvoir vraiment m'approprier l'univers, peut-être plus facilement que si on l'avait abordé d'une manière, je dirais peut-être plus classique, entre guillemets. Et là, c'est vrai que le côté un peu fictionné, moi, m'attirait énormément, quoi, oui. pour ça. Justement, d'ailleurs, je fais une petite pause. Mettez hashtag Bobigny dans le chat pour gagner la bande dessinée dédicacée. Est-ce que vous pourrez me dédicacer la mienne aussi, bien sûr. Merci, oui, c'est gentil, ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas, hashtag Bobigny, il y aura le tirage au sort à la fin de l'interview, comme pour toutes les interviews qu'on a fait dès lors. Du coup, ok, très bien. Pourquoi tu as choisi donc, de cette bande dessinée-là? On sortait du biopic habituel. Oui. Et tu pouvais davantage te projeter. Et toi, Marie, pourquoi avoir traité ce procès de Bobigny 72? Alors, moi, je suis historienne à la base et je m'intéresse à une seule chose dans ma vie, c'est à la justice. C'est aux questions de justice, pas au procès en tant que tel, mais qu'est-ce que la justice et qu'est-ce que moi je considère comme injuste. Une jeune fille de 15 ans qui a été violée et qui est mise en accusation pour un avortement clandestin, si tu veux, c'est quand même quelque chose après de avoir été dénoncée par son violeur. C'est particulièrement injuste. Et je veux rendre ces sujets-là qu'on peut considérer comme difficiles, je veux les rendre universels. Et donc, pour toucher les gens, il faut effectivement, comme dit Carole, parler de la quotidienneté. Pour moi, le personnage principal dans Bobigny 1972, c'est Michel Chevalier. C'est la mère, c'est une mère courage, mais ça pourrait être n'importe quelle mère et qui soutient son enfant jusqu'au bout, même si au début, elle peut éprouver certaines... presque un regret, tu vois, sur sa table. Mais sa fille lui dit, je veux avorter. Eh bien, elle la suit jusqu'au bout. Et elle... rien oui, ne parce qu'au début, elle lui dit, mais moi, je vais m'en occuper de cet enfant. Voilà, alors qu'elle est déjà en difficulté financière, que c'est déjà très compliqué. C'est des femmes du prolétariat, enfin, voilà. C'est une petite employée. Elle-même a été abandonnée par le père de ses 3 filles. Bon, elle élève seule ses 3 filles. C'est compliqué. On va en parler justement de son statut social. Donc, toi, tu avais cette envie-là, mais en fait, pourquoi tu as choisi le format de la bande dessinée pour raconter cette histoire? Parce que moi, je suis scénariste de bande dessinée. J'aime faire que ça, en fait, de la bande dessinée. Je trouve que c'est un médium, justement, extrêmement pertinent pour porter ces affaires dont je te disais, qui peuvent paraître compliquées d'un premier abord. Si j'écrivais des livres d'histoire de 500 pages, je resterais dans ma niche de lecteur, les universitaires, etc. Mais je suis d'accord. Ça fait très peur, en fait, ce genre de bouquin. Et moi, j'ai envie de toucher notamment des publics assez jeunes, que je te parlais de transmission. J'ai enseigné pendant quelques années. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Si jamais Virgile nous écoute, c'est mon fils. Coucou Virgile, coucou voilà, Virgile. Parce qu'il est très fan de toi. Donc voilà, je voulais absolument la placer. On attend mais donc, moi, je suis comme ça. Et, non mais tu fais bien, on est tranquille, on peut parler. Mais voilà, il n'y a pas de... Le fait, en fait, de toucher une génération plus jeune que la mienne me paraît important dans ma démarche, si tu veux, pédagogique. Et la bande dessinée, c'est quelque chose d'extrêmement séduisant par le dessin. Et chez Carole, ô combien séduisant, vu sa virtuosité sur la couleur, etc. Et donc, il était évident que, voilà, enfin, la question ne se pose pas. Pour moi, c'est mon métier, si tu veux. Voilà. Et en plus, c'est un format qui est très didactique, finalement. Comme tu l'as dit, en fait, moi, personnellement, je ne me plongerai pas dans un livre d'histoire. C'est pas que j'aime pas ça, hein, mais je pense pas que je le ferai. En tout cas, je m'accorderai le temps de le faire. Alors qu'une bande dessinée, ça reste un moyen très didactique de rapporter des faits et des faits historiques en plus de ça. Donc voilà, je comprends totalement. Et je me demandais comment ça s'est articulé votre travail à toutes les deux. Alors, il y a eu une grande partie de ping-pong qui a duré un certain temps sur l'étape de storyboard. Le storyboard, c'est l'étape qui vient après l'écriture du scénario. C'est vraiment c'est la mise en image, en gros, du scénario, mais d'une manière un peu jetée, brouillon, en fait. Donc, à ce moment-là, c'est comme si on posait la charpente, en fait, d'une maison. Il faut que tout tienne.
Donc, c'est une Parle étape... bien dans le micro, Carole. Ouais, c'est une étape cruciale. Il y a beaucoup d'allers-retours. On retravaille énormément. Il faut que de mon côté, je respecte les intentions de la scénariste et en même temps que j'ajoute un petit peu ma petite touche bien aussi. sûr. Donc, C'est normal. Voilà, il y a un travail de mise en scène partagé en fait. Donc vous faites des retours toutes les deux. Alors, si tu veux, moi, j'écris un synopsis. Après, j'écris un scénario complet découpé vraiment case à case, tout en leur laissant une liberté. Moi, je travaille avec des personnes... moi, je fais totalement confiance aux gens avec qui je travaille. Ce sont des professionnels. Donc, si on me rajoute une case, on m'en enlève une. Du moment que quand, justement, je lis le storyboard, rien n'accroche. Et que tout- tu tout gardes reste l'intention que tu voulais Du moment donner. que tout reste fil, je ne retourne pas sur mon scénario. Des fois, c'est plus fluide. Donc là, je vais retourner sur mon découpage. Des fois, c'est moi qui... Tu vois, ça fonctionnait pas. Et des fois, voilà, et c'est ce que dit Carole, à partir de ce moment-là, il y a un petit peu de ping-pong sur les intentions, parce que ça, on a beau découper très précisément, des fois, il est difficile, tu vois, d'expliquer vraiment ce qu'on sous-entend, et il faut le faire passer. Et on a beaucoup parlé. Et on nous parle beaucoup de deux scènes que j'appellerais les deux scènes de la salle de bain et qui sont apparemment émotionnellement extrêmement fortes. On va en parler après et ensuite. ces deux scènes qu'on a beaucoup travaillé toutes les deux parce qu'il fallait à la fois comprendre mon intention, lui laisser sa part et laisser finalement aussi entre toutes les deux quelque chose qui pouvait émerger, et je crois qu'on a réussi ça. Enfin voilà, je pense que ouais. Enfin en tout cas c'est le retour qu'on a et que ça fonctionne. Carole, d'ailleurs, le récit en fait se passe quasiment à la même période, mais au final, j'ai observé qu'il y avait certaines planches où tu avais donné une autre palette de couleurs, et je me demandais pourquoi. Je vais peut-être montrer ça. Voilà, c'est celle-ci. Avec tous ces petits points et puis des couleurs un peu plus pop et acidulées. Ah ouais. Ce sont des flashbacks en fait, ces séquences-là, et c'était important pour nous en fait de les différencier par rapport à l'échelle de temps qu'on avait. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui se passe au présent en fait du récit, et puis de temps en temps il y a des retours en arrière. Donc en fait il fallait que au premier coup d'œil, les lecteurs puissent se dire « Ah tiens, là, on n'est plus du tout sur la même échelle de temps, on revient en arrière. » voilà. Et donc, ouais, effectivement, il y a un parti pris coloré qui est différent. Mais parce qu'en plus, c'est un exercice que j'aime bien. En fait, je m'y étais déjà prêtée pour Nelly Bly, d'une certaine manière. Et ça permet de rythmer en plus. Et... oui, voilà. Je disais, on voit bien la différence. Par exemple, les séquences au tribunal, au bout d'un moment aussi, c'est vrai que c'était important je dirais vulgairement, les tronçonner un petit peu, ou en tout cas de les rythmer, et de revenir de temps en temps en arrière pour éviter qu'on reste trop longtemps au tribunal, parce que au bout d'un moment, au niveau de la lecture, ça peut être un peu rébarbatif aussi, quoi. Marie, tu disais coucou à ton fils Virgile, mais du coup, je dis coucou à ma mamie qui est dans le chat. Voilà. Elle vient dire moi, j'adore. Elle vient de dire coucou mon cœur, coucou mamie. On dit coucou aux gens de la famille dans le chat à chaque fois, bien sûr. Ok, oui, donc c'était, j'ai remarqué ça et je me suis dit tiens, c'est marrant. Elle veut signifier certains sauts dans le temps par une palette différente. De toute façon, j'adore ton travail et je trouvais ça tellement joliment fait. Oui, après, disons qu'en plus, le parti pris graphique, là, c'est un clin d'œil aussi à la BD un petit peu vintage. Donc, il y a un petit côté suranné qui marchait bien avec l'époque, en fait, les années 70, quoi. Je me suis fait plaisir de ce côté-là. En lisant Bobigny 72, j'ai ressenti, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, un mélange d'émotions. J'ai été hyper triste, j'ai été aussi beaucoup en colère en réalité. Merci. Merci. Alors ça, c'est le plus beau compliment que tu puisses nous faire. C'est vrai. C'était notre mot-clé vraiment. Oui, la colère. Ouais. Il fallait qu'on rende cette colère-là. Et si tu veux, c'était notre axe narratif majeur, la colère. Moi, de toute façon, je suis tellement féministe, évidemment, que j'ai envie de tout brûler quand je lis ça. Mais du coup, je me suis demandé, si moi, j'ai ressenti ça, j'ai eu des larmes, j'ai été en colère, mais vous, comment vous avez vécu sur le plan émotionnel la réalisation de ce livre Carole, peut-être, et ensuite Marie. Moi, de mon côté, il y a une implication émotionnelle forte. Je sais que, à titre personnel, jamais je me targuerai d'avoir voulu essayer de transmettre les émotions que ces femmes ont pu ressentir à cette époque-là, parce que c'est impossible. Donc on trahit d'une certaine manière un petit peu, mais par contre, ce que je pouvais faire en tant qu'autrice, c'est essayer de transmettre les émotions que cette histoire a réveillées en fait.
Et elles étaient nombreuses, les émotions, et elles étaient assez vives. Hein. Il y avait la colère, comme tu disais. Il y a des choses qui font écho aussi dans nos parcours respectifs. Donc là, évidemment, il faut aller puiser dans notre vécu et puis essayer d'en tirer profit, je dirais, d'une certaine manière. Pour servir le récit, en fait, quoi. Mais je pense justement aux planches de la salle de bain. Il y a d'autres planches aussi qui sont vraiment lourdes à regarder. Et toi, Carole, quand tu les as dessinées, oui, on est extrêmement imprégné de ces séquences-là. Mais de toute façon, c'est un album assez chargé émotionnellement, quoi. Il y a une charge émotionnelle qui est très forte. Et moi, j'ai encore... les portraits de ces femmes accrochés dans mon bureau, je les ai toujours pas décrochés, quoi. Voilà, il y a un attachement viscéral qui est réel. Non, mais c'est vrai. Donc, mais Nelly Bly, ça m'avait fait pareil. Elle était restée un moment. Tu me l'avais dit, ouais. Tu me l'avais dit qu'elle était restée un moment parce qu'elle t'accompagne forcément. Marie, toi, qu'est-ce que tu as ressenti en écrivant cette bande dessinée ? Il y a beaucoup de moi dans cette bande dessinée. Et si tu veux, je dirais qu'il y a beaucoup de moi parce que c'est l'histoire d'une mère et d'une fille et qu'il y a des moments où je me projette dans la mère et des moments où je me projette dans la fille. Et donc, si tu veux, voilà, il y a une forme de va-et-vient et j'ai essayé de leur injecter des choses que je peux ressentir, donc en tant que fille qui a vécu des violences sexuelles notamment, mais aussi en tant que mère, si mon enfant, tu vois, est dans une situation d'urgence et d'injustice telle, mais moi je défonce le monde. Donc, tu vois, c'était pas si enfin, si je me suis emparée de ce sujet, si ce sujet était évident pour moi, il y avait tout était devant moi, tu vois, tous les biais, tous les axes, et je n'avais plus qu'à m'y engouffrer. Et ce qui était peut-être le plus difficile pour moi, parce que je suis quelqu'un beaucoup dans la maîtrise, quand on parlait de l'abolition tout à l'heure ou de l'enfer est vide chez Glénat, c'est des albums très cliniques et que je voulais très cliniques et dont je suis contente qu'ils soient ainsi. Mais là, je me suis dit, il faut que je lâche les chevaux, il faut que je me laisse aller et que je donne plus de moi-même. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait et Carole s'en est emparée merveilleusement bien, donc voilà. Donc beaucoup d'émotions évidemment dans ce récit. Et moi je me demandais en quoi cette histoire elle peut sensibiliser le public sur les questions liées aux droits des femmes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez finalement que votre récit il s'inscrit dans un devoir de mémoire ? Alors, le terme devoir de mémoire, moi, c'est vraiment, en tant qu'historienne, je fais très attention si tu as cette expression en tant que telle. Je comprends ce que tu mets derrière, donc je dirais que c'est vraiment une transmission des luttes, déjà, avant tout. On parlait du féminisme, on a ça en commun. Donc aujourd'hui, quand on est une jeune femme féministe, même si on peut être en désaccord avec certaines penseuses féministes antérieures, n'empêche que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elles-mêmes, elles ont déblayé le chemin. Et ça, c'est important pour moi qu'on s'en souvienne toujours. Ça n'empêche pas les désaccords, si tu veux, mais c'est autre chose, ça. Donc il y a cette transmission des luttes. Savoir qu'aujourd'hui, si l'avortement en France, il est possible, c'est parce qu'il y a eu cette jeune femme dont la vie a été quand même difficile et qui, tu vois, a été mise en lumière par rapport à son drame personnel. Autant sa mère est très forte comme personnalité, etc. Mais Claire, c'était compliqué pour elle. De sacrifice un petit peu. Elle a 17 ans ça. aussi, oui, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu sacrificiel. Donc, c'est vraiment à sa mémoire. Tu vois, c'est ce qu'on a mis. Voilà, à la mémoire de Marie-Claire Chevalier, parce qu'en plus, elle est décédée, cette femme, pendant qu'on faisait l'album. Donc, c'était très difficile. Ça aussi, c'était chargé, émotionnellement. Et puis, surtout, le droit à l'avortement, c'est quelque chose, c'est un droit qui a été conquis, mais qui n'est pas du tout acquis. Et donc ça, il faut toujours s'en souvenir. On voit bien ce qui s'est passé aux États-Unis. Il faut se rappeler que dans l'Union européenne, les Polonaises et les Maltaises n'ont absolument pas le droit d'avorter. On oublie toujours Malte. En Andorre, on ne peut pas avorter. Alors, Andorre, c'est à la frontière de la France, entre chez nous et l'Espagne. Donc, il y a quand même... C'est d'actualité et c'est dans un voisinage très proche. Et aujourd'hui, on discute de la constitutionnalisation de l'IVG. Et c'est vrai que quand j'entends certains hommes dire « Oui, mais l'IVG n'est pas en danger », n'attendons pas
qu'il soit en danger pour assurer le droit et la protection aux personnes qui ont besoin d'avorter de ce droit fondamental, en fait. Mais oui, on l'a vu, la Cour suprême des États-Unis récemment, enfin c'est une catastrophe, il y a 2 ans. C'est une abomination. Ils garantissaient depuis 1973 le droit d'avorter sur tout le territoire. Et depuis, chaque État a le droit de décider si oui ou non on peut avorter. Et instantanément, il y a une dizaine d'États qui s'est prononcé, dont le Texas, la Louisiane et le Mississippi, pour dire mais ici c'est mort, en fait vous pourrez plus avorter. Et du coup, de toute façon, Simone de Beauvoir, elle le dit, et vous le dites aussi dans la bande dessinée, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question, et ces droits ne sont jamais acquis. Mais au final, c'est totalement ce qui se passe, et c'est totalement ce que tu dis, Marie. Tout à fait. Il faut toujours rester vigilante. Ça, c'est fondamental. Ne pas croire qu'on est assis dessus et que c'est du passé. Du tout, du tout. Nous, c'est une piqûre de rappel, ça, pour moi. Voilà, ouais, c'est comme ça que tu le sens. Ne t'endors pas, il ne faut surtout pas s'endormir sur ces questions-là, quoi. Et je voulais quand même revenir sur mon expérience devoir de mémoire parce que c'était extrêmement choisi, le fait que j'ai choisi ce terme. J'ai ma meilleure amie Nawel, merci de m'avoir aidée à faire cette interview, qui est professeure d'histoire. Et en fait, j'ai commencé à dire est-ce que ça doit s'inscrire dans un devoir de mémoire, et puis j'ai eu un doute. Et j'ai Google devoir de mémoire, et j'ai vu qu'en fait, ça se rapportait davantage à tout ce qui est Shoah, esclavage, etc. Question mémorielle, oui. Voilà, et je lui ai envoyé un message et je lui ai dit Nawel, t'en penses quoi? Est-ce que je peux parler du droit à l'avortement en tant que devoir de mémoire? Et elle m'a dit écoute, je vais faire des recherches et je te dis. Et après, elle est venue me voir et elle m'a dit franchement, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt brillant de dire que pour une lutte comme le droit à l'avortement, on puisse parler de devoir de mémoire. Et du coup, c'est pour ça que je me suis permise de le placer. Oui, mais bien sûr. Je disais juste que voilà, moi, après, c'est des écoles. Mais je voulais te donner l'anecdote parce que je l'ai réfléchi et j'ai fait des recherches. C'était pas gratuit. Et je l'ai fait exprès. Bravo, Iltia. Donc voilà. Excuse-moi. Non, ne t'excuse pas. Voilà, moi, je travaille sur d'autres sujets, donc c'est vrai que bon, je suis particulièrement sensible à ça. Mais ouais, je le comprends. C'est pour ça que je voulais t'expliquer ma démarche derrière. Donc oui, une piqûre de rappel, tu disais, Carole, bien sûr. D'ailleurs, dans la BD Bobigny 72, vous mettez en lumière l'association Choisir, qui, dans l'accompagnement de Marie-Claire Chevalier, cette association qui est engagée du coup dans la lutte pour les droits de la femme, mais justement de la dépénalisation de l'avortement particulièrement, continue aujourd'hui d'œuvrer sur le droit des femmes. Est-ce que vous pouvez me parler de l'importance de cette association aujourd'hui ? Alors, on a mis exprès à la fin le lien. J'ai mis une bibliographie, si tu veux, de base. À la fin, si on veut aller plus loin, parce que je trouve aussi que cette bande dessinée permet ça. C'est ici. Pour aller plus loin, tu vois, et on peut contacter effectivement l'association Choisir, parce que je voulais aussi leur rendre hommage, et ça me paraissait la moindre des courtoisies et des délicatesses, si tu veux, de les citer par rapport au travail qu'elles ont effectué. C'est vrai qu'on voit bien au début Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig, Christiane Rochefort. Je veux absolument qu'il y ait Christiane Rochefort, qui est une écrivaine, moi, qui m'a beaucoup marquée quand j'étais adolescente, qui est une grande féministe, et qu'on a un petit peu oublié, enfin qu'on cite moins souvent, qui est moins médiatisé. Donc on les voit construire, en fait, monter cette association. Alors oui, tu y étais, c'est parfait. Voilà, Christiane Rochefort, qui est un peu ma chouchoute, je dois le dire. Et je pense que Christiane Rochefort s'est jamais retrouvée dans une bande dessinée. Enfin bon, il y a des choses comme ça. Et puis il y avait tout le côté Seyrig, absolument. Ouais. J'ai dit à Carole, mais lui ses cheveux. Je voulais, tu sais, cette attitude d'actrice un petit peu comme ça, être toujours très glamour, hyper glamour, et tout en disant des choses. Elle regarde les hommes dans les yeux. Tu regardes des vidéos de Delphine Seyrig dans les années 70. Elle a son stylo à la main, et elle leur parle comme ça, et elle est fascinante. Moi, je la regarde. Enfin, c'est, tu vois, quelque chose de, un charisme, une puissance chez cette femme. Donc voilà, on voulait mettre tout ça en... Beaucoup de chance sur cet album, parce que justement, on est dans les années 70 et il y a énormément d'images d'archives, et concernant d'images filmées. On les voit s'exprimer, on les voit parler. On en voit plein des vidéos sur Lina, notamment. J'en ai regardé quelques-unes. Oui. Mais effectivement, après, sur Marie-Claire et Michel, c'est plus compliqué de trouver. On les voit à la sortie du tribunal, surtout. Moi, j'avais trouvé 2 interviews de Marie-Claire après... plus âgée, oui. Oui, plus âgée. Mais c'est vrai que ça dit
tellement de choses de ces personnes, de les voir évoluer dans l'espace avec leur gestuelle, avec leur phrasé, que effectivement, moi, ça m'a aidé à nourrir aussi mon travail, quoi. Bien sûr, et d'ailleurs, je parlais aussi de l'association Choisir, mais en fait, c'est aussi grâce à cette association-là qu'on a donné une voix aux femmes qui sont dans une situation qui sont précaires. Parce qu'en fait, vous en parlez, Marie, du coup, tu l'écris, Carole, tu le dessines dans la bande dessinée. En fait, le manifeste des 300 salopes, c'est parce qu'elles sont connues, qu'elles ont réussi et qu'elles peuvent se targuer de se dire moi je suis partie en Angleterre pour avorter, moi j'ai fait ci, moi j'ai réussi à faire ça. Mais en fait, qui porte cette voix des femmes invisibles en France? Exactement, le sujet de, je dirais, la lutte des classes dans cet ouvrage est majeur parce que interdire l'avortement légalement n'empêche jamais les femmes d'avorter. Simplement, ça met les femmes précaires socialement et financièrement et matériellement en grand danger par rapport à leur vie. Dans le monde, actuellement, chaque année, il y a entre 47 000 et 50 000 femmes qui meurent d'un avortement qui n'est pas fait dans des conditions sanitaires idoines. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose qui continue. Donc, en France, les femmes mourraient d'avorter. La loi, ça permettait simplement de donner une égalité parce que les femmes qui avaient de l'argent trouver, de toute façon, il y avait des réseaux de médecins. Donc, trouver des médecins, on le voit en plus dans l'album. On le voit dans la bande dessinée, pouvait payer sans problème. C'était un prix, mais c'était oui, inaccessible, quoi. Voilà, c'était l'équivalent de 3 SMIC, c'est ce qu'ils lui demandent. Donc, effectivement, c'est beaucoup. Mais selon sa classe sociale, pas forcément. Et sinon, elle partait effectivement aux Pays-Bas, en Angleterre. À l'époque, il y avait des cars que le MLAC affrêtait. Donc, voilà. Donc, si elles avaient les moyens, c'était possible. Donc, la loi a juste permis une mise à égalité de toutes les femmes qui, de toute façon, pratiquaient des avortements. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, une femme sur 3 a vécu un avortement. C'est tout, entre 15 et 45 ans. Et comme tu le disais, de toute façon, elles trouveront toujours un moyen d'avorter. Donc, juste, elles mettront en danger leur vie. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est dit dans la BD, l'Angleterre pour les riches, la prison pour les pauvres. Tout à fait. Est-ce que vous avez eu, pour l'instant, des retours marquants des lecteurs ou des personnes ayant lu la bande dessinée? Comment le public il a réagi jusqu'à présent? Toi, Carole, tu disais j'ai vu beaucoup d'hommes, par exemple. Moi, je sais que pour le coup, l'angle qui a été choisi est super important. C'est-à-dire de traiter le sujet à travers le regard de Michel et Marie-Claire, c'est quelque chose qui marque. Apparemment, c'est une porte d'entrée qui fonctionne, quoi. Et ça a fonctionné sur moi, donc du coup, tu vois... Non, mais je pense que c'est important d'aborder des récits comme ceux-là qui peuvent paraître de prime abord un peu intimidants. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, avec des personnages qui nous ressemblent et auxquels on s'identifie. Voilà, donc ça, c'est la première... Parce que vous avez mis beaucoup de vous dans ces personnages, au final? Oui, et puis rendre l'histoire universelle. Vraiment, c'était tout, rendre ce récit-là universel et que chacun ou chacune puisse se reconnaître. Comme on dit par rapport aux hommes, moi, je vois des hommes, je dirais, entre 45 et 65 ans, des hommes qui ont l'âge d'avoir des filles adolescentes ou très jeunes femmes, l'acheter pour elle et me demander une dédicace pour elle, et ils ont été plusieurs, ou des hommes qui l'ont acheté en me disant j'ai acheté pour moi, je suis grand passionné de BD, mais je vais l'offrir à ma fille, ou je vais en acheter un deuxième exemplaire pour ma fille, etc. Et c'est vrai que ça, je m'y attendais pas, et c'est très très chouette. Au-delà, et en revanche, des jeunes féministes, garçons ou filles, et des femmes qui se sentent... Il y a aussi toute une génération de femmes qui ne sont pas forcément lectrices de bande dessinée et qui s'en emparent parce que ça leur parle, parce qu'elles ont vécu ces années-là, parce qu'elles savent, elles, qui était Marie-Claire, puisqu'elles étaient elle a été leur contemporaine, et ça les a beaucoup, beaucoup marquées, tu vois. C'est des femmes qui n'ont même pas 70 ans aujourd'hui, donc oui. C'est vrai que c'est... moi, parmi les gens que j'ai vus passer, évidemment, il y a la figure de Gisèle Halimi qui est très connue. L'histoire de Marie-Claire, ils en ont entendu parler, peut-être vaguement, tu vois, ça éveille des souvenirs, mais tous les tenants et les aboutissants du récit, pas forcément. Et il y a des gens qui ont été vraiment très marqués, très touchés de voir des victimes assises sur le banc des accusés. Voilà. Oui, c'est fou, hein. C'est extrêmement choquant. Un changement un paradigme. Bien sûr, c'est une rupture, Bobigny.
C'est une rupture, ce procès-là. Oui. Carole, d'ailleurs, toi, tu es aussi autrice de Nelly Bly, on en parlait tout à l'heure, qui raconte l'histoire de la pionnière du journalisme d'investigation qui est infiltrée dans un asile pour femmes. Je rappelle qu'il y a le replay qui est disponible sur YouTube. Marie, toi, tu as écrit L'abolition, le combat de Robert Badinter chez Glénat, voilà, entre autres. Mais pour vous, donc, c'est essentiel de partager ces histoires de personnes engagées à travers de la bande dessinée. Oui. Je ne peux pas dire autrement. Je savais que ça allait être le mot final. Ah oui, oui. Tu as compris notre travail et voilà, vraiment, c'est une parfaite conclusion, oui. Alors peut-être que je me suis dit, des projets pour la suite ? Eh bien, on a re-signé, en fait, voilà. Toutes les deux ? Oui, on a re-signé. Alors, on a chacune des projets avant, donc on ne va pas s'y mettre de suite. Mais voilà, on fera autre chose, un autre album dans 2 ans. J'ai commencé un petit peu à l'écrire et Carole a des albums à dessiner auparavant. Mais voilà, on va repartir sur quelque chose, oui. Trop bien. Carole, peut-être, est-ce que vous avez d'autres projets à teaser ou pas du tout encore c'est flou? C'est un petit peu tôt encore, je pense. Mais moi, je pense que voilà, d'ici 6 mois, je vais commencer à teaser. Là, c'est encore un petit peu tôt. Ok, eh bien, écoutez, j'étais absolument ravie de vous recevoir à ma table aujourd'hui. Merci de m'avoir accordé ce temps et cette interview qui est primordiale et hyper précieuse c'est hyper précieux d'avoir votre retour. J'ai été hyper émue en lisant la bande dessinée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pendant cette interview. Donc merci beaucoup. Je crois que le chat vous trouve génial. Ils ont fait que le dire et c'est vrai, je le pense aussi. C'est les sequins. Je pense que là ça joue beaucoup. Tu as vraiment, tu en jettes. Marie, c'est incroyable. Donc merci, c'est vraiment trop bien ce que vous faites. Je suis très admirative. Je suis très contente parce que voilà, moi j'aime beaucoup parler à des personnes plus jeunes et donc je savais qu'en venant ici, enfin voilà, c'était cette opportunité. Donc vraiment merci pour ton accueil chaleureux. Qu'est-ce que tu racontes en fait? Non, mais moi, ils sont plus jeunes que moi a priori, les gens sur le chat. Oui, il y en a, il y a de tout âge, mais c'est vrai que la grande majorité c'est plutôt du 20-35 ans en général. Mais merci à nouveau infiniment. Merci à toi. Je crois que oui, il y a mon tome, si vous pouvez le dédicacer, que ça soit aujourd'hui ou je reste jusqu'à dimanche. Donc voilà.